Bonjour à tous, je vais vous présenter mon exposé de culture générale intitulé Aux frontières de la vie. Pour commencer, reprenons une chronologie du vivant. Il y a 4,56 milliards d'années, la Terre s'est formée. Il y a 4,5 milliards d'années, une planète de la taille de Mars, nommée Theia, a heurté la Terre. De la matière produite par cette collision s'est formée la Lune, et de cette collision découlent les conditions qui ont permis l'apparition de la vie. En réalité, c'est une suite de causes-conséquences beaucoup plus complexes qui ont créé un contexte favorable à l'apparition de cette dernière, à savoir la stabilisation du climat et de la température terrestre. On estime que les premières cellules simples, ou prokaryotes, constituées seulement d'une membrane et d'un cytoplasme, comme les bactéries, sont apparues il y a 3,7 milliards d'années. Les premières cellules avec noyau, ou eucaryotes, plus grandes que les prokaryotes, sont apparues il y a 2,3 milliards d'années. Enfin, les premiers organismes pluricellulaires seraient apparus il y a 1,6 milliard d'années. Le vivant est un domaine très vaste et aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la problématique suivante, à savoir comment la reconsidération d'éléments tels que les lipides, les virus et les mitochondries questionne-t-elle la définition du vivant et son champ. Tout d'abord, nous allons tenter de définir le vivant, qui comporte plus de 300 définitions. Puis nous allons voir que le gras serait notre ancêtre, ou plutôt l'ancêtre de l'ADN, et serait vivant. Ensuite, nous verrons que les virus, apparents ennemis de la vie, en seraient surtout des constructeurs. Enfin, nous terminerons sur les mitochondries, ces bactéries qui se sont mis au service des cellules. Nous allons ici essayer de définir ce qu'est la vie. Il existe plus de 300 définitions de la vie, mais aucun consensus scientifique. On peut prendre l'exemple de ces deux définitions. La première, la vie est l'état d'activité caractéristique de tous les organismes animaux et végétaux unicellulaires ou pluricellulaires de leur naissance à leur mort. Et un organisme est dit vivant lorsqu'il échange de la matière et de l'énergie avec son environnement en conservant son autonomie lorsqu'il se reproduit et évolue par sélection naturelle. La limite de cette dernière définition est que le virus informatique serait vivant. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Le seul consensus qui existe au sein de la communauté scientifique est une liste de 5 capacités communes à tout le vivant. Ces capacités sont l'individuation, la reproduction, le métabolisme, l'évolution et le couplage. Je vais maintenant détailler ces 5 capacités. Donc la première, l'individuation, consiste à posséder une membrane ou une paroi pour se dissocier et se protéger de son environnement. Je peux prendre l'exemple de la peau ou encore de la membrane de la cellule. Ensuite, la reproduction. Donc, un organisme est caractérisé par une information qui lui est propre. Et la reproduction consiste alors à reproduire cette information et à la transmettre à une génération suivante. L'évolution, c'est la capacité d'un organisme à muter sous la pression de sélection pour permettre à son espèce de s'adapter à son environnement. Ensuite, le métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques. En effet, pour fonctionner, un organisme a besoin de milliers de réactions chimiques pour générer de l'énergie, se mouvoir, communiquer ou encore se développer. Enfin, le couplage, c'est la capacité d'un organisme à lier et combiner les 4 qualités précédentes pour dépasser leur simple addition et mener sa vie. On peut ainsi évaluer la qualité vivante d'un organisme ou d'un objet au prisme de ces 5 qualités. Mais également on peut la visualiser à l'aide du pentagramme de la vie qui comporte une échelle d'évaluation pour chaque capacité. Prenons un animal quelconque, un lapin, son pentagramme sera plein. A l'inverse, le pentagramme d'un caillou, objet totalement inerte, se résume seulement à un point central. Maintenant que nous avons ces 5 critères pour définir le vivant et le pentagramme pour visualiser son degré, nous allons voir que le gras est l'ancêtre de notre ADN et serait vivant. Ce que j'appelle le gras, ce sont en fait les lipides qui constituent l'huile ou le beurre par exemple.
Donc on va voir que les lipides en fait sont des composomes. D'après le biologiste Doron Lancet, un composome est une entité chimique dynamique capable de grandir, se reproduire, évoluer. Il faut savoir que les lipides, dans l'eau, forment spontanément des petits sacs ou vésicules. Ce sont ces vésicules que nous allons étudier ici. Le biologiste Doron Lancet a cherché à observer l'évolution de ces vésicules dans un environnement chimique. Pour cela, il a développé des simulations numériques pour modéliser les interactions entre les molécules à partir de leurs caractéristiques chimiques dans cet environnement virtuel. Et voici ce qu'il a pu observer. Tout d'abord, ces vésicules sont circonscrites par une membrane. On retrouve bien ici la capacité d'individuation. Ensuite, ces vésicules incorporent les molécules situées dans leur environnement proche et vont ainsi s'agrandir. Lorsqu'elles atteignent une certaine taille, elles vont se scinder en deux. Et pour ce faire, la vésicule mère double son information pour la transmettre aux vésicules filles. On retrouve clairement ici le mécanisme de reproduction. L'information consistant en des assemblages de molécules et leur concentration au sein de la vésicule. Mais cette transmission est imparfaite. Cette transmission imparfaite va avoir pour conséquence que la composition des vésicules va changer au cours des générations. Or, la composition chimique de ces vésicules influe directement sur la résistance de ces dernières à leur environnement. La pression du milieu va ainsi sélectionner les vésicules les plus adaptées, qui vont grandir, puis à leur tour se scinder, et ainsi de suite. On peut ainsi reconnaître à ces vésicules la capacité d'évolution. À l'intérieur de ces vésicules, il y a donc de nombreux composés chimiques. Or, les lipides sont des catalyseurs de réactions de synthèse et de fission, réactions indissociables du métabolisme. Les composés chimiques contenus dans ces vésicules vont alors réagir entre eux. Ces vésicules, conjuguant ainsi les 4 qualités du vivant, remplissent donc la 5e branche, à savoir la combinaison, le couplage de ces 4 qualités. Elles présentent ainsi toutes les qualités d'un organisme vivant et sont donc des composomes. Il faut savoir qu'elles développent des capacités propres en fonction des molécules de leur environnement qu'elles incorporent et donc qui les composent. La simplicité de ces vésicules lipidiques, si on les considère donc vivantes, en font des prétendants parfaits comme ancêtres du vivant. Actuellement, on considère l'acide ribonucléique, ou ARN, molécule qui serait l'ancêtre de l'ADN, comme le premier support d'une information génétique. Mais le modèle des composomes est beaucoup plus simple, et des composés lipidiques ont déjà été retrouvés sur des météorites par exemple, au contraire des acides aminés, sucres ou nucléotides, qui n'ont jamais été retrouvés à l'état naturel. Ce sont les composants de l'ARN et de l'ADN. L'ARN serait ainsi trop complexe pour être le premier support d'une information génétique. Or, dans la soupe primitive, mélange chimique de molécules dont serait issue la vie, on considère la présence de la molécule d'ARN. Si les lipides sont les premiers supports d'une information génétique, alors la soupe primitive pourrait être lipidique. Cette hypothèse rejoint les connaissances actuelles en chimie prébiotique, soit avant l'apparition de la vie sur Terre, selon lesquelles il serait beaucoup plus simple de faire des acides aminés, des sucres ou encore des lipides que des molécules. Dans cette hypothèse, le gras serait notre ancêtre. En effet, avant le règne des cellules, aurait été le règne des composomes. Et c'est à ces composomes que les cellules devraient leur membrane. En effet, les plus vieux lipides connus s'assemblaient déjà en vésicules, mais également la division cellulaire. En effet, lors de la division cellulaire, tout ce que contient les cellules mères est distribué entre toutes les futures cellules filles, en suivant le même mécanisme que les vésicules lorsqu'elles atteignent une certaine taille. Enfin, elles pourraient être à l'origine de l'ARN. En effet, les nombreuses réactions chimiques qui ont lieu au sein des vésicules auraient pu avoir comme produit inattendu une molécule d'ARN. Maintenant que vous avez un regard nouveau sur votre mode de beurre ou votre huile d'olive, nous allons voir que les virus, qui paraissent pourtant être des ennemis du vivant, en sont en fait des bâtisseurs. Les virus sont des organismes à la fois inertes et vivants. Mais rappelons tout d'abord ce qu'est un virus. Un virus est une particule microscopique infectieuse qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans les cellules
en utilisant leur machinerie cellulaire. Avant de pénétrer dans une cellule, cette particule est appelée un virion. Après, elle est un virus. On peut se demander comment le virion devient un virus. Prenons un virion qui rencontre une cellule. Le virion va s'attacher à la membrane de la cellule, puis leurs membranes vont fusionner. L'ADN du virion est alors libéré dans la cellule pour prendre le contrôle de cette dernière. La cellule devient alors un virus et une usine à virions, qui vont être expulsés hors de la cellule une fois créés pour aller infecter d'autres cellules. Regardons maintenant les pentagrammes du virion et du virus. Le virion ne possède que la capacité d'individuation, en effet, il comporte une membrane qui le protège de son environnement. Mais c'est donc un corps inerte, alors que le virus, lui, est pleinement vivant, comme on peut le voir sur le pentagramme d'un tupanvirus, un type de virus géant qui infecte les amibes, un type de cellule eucaryote. Détaillons maintenant ces 5 capacités. Pour la première, l'individuation, on a vu que chaque virion est un virus en devenir. Ensuite, pour la reproduction, on a vu que la cellule virale se sacrifie pour générer des cohortes de virions qui infecteront à leur tour d'autres cellules. Ensuite, pour le métabolisme, les gros virus comme le tupanvirus possèdent les gènes leur permettant d'organiser un appareil de production, c'est-à-dire de générer les réactions chimiques nécessaires à leur fonctionnement. Ensuite, concernant l'évolution, il faut savoir qu'en moyenne 2/3 des gènes des virus géants n'ont aucun équivalent dans la nature. Mais c'est une capacité très particulière des virus que nous allons détailler ensuite. Et enfin, pour le couplage, il paraît évident que ces 4 capacités sont combinées par le virus, et donc qui en font un organisme pleinement vivant. Revenons sur l'évolution. L'évolution des virus leur est propre. En effet, alors qu'on pourrait penser que les virus infectant les cellules ne feraient qu'utiliser les capacités de cette dernière, en fait, leur évolution et leur diversification n'est pas imputable à leur hôte. En effet, comme on l'a vu, 2/3 des protéines, donc des gènes des virus géants, n'ont aucun équivalent connu dans la nature. Et ce taux monte jusqu'à 90% pour certains pandoravirus. On en déduit donc que les virus créent eux-mêmes leurs gènes. En effet, créer des gènes leur coûte très peu d'énergie, puisqu'ils puisent dans les ressources de la cellule infectée. Les gènes nuisibles ne seront pas perpétués, et les gènes neutres seront quand même donnés aux virions, et ils pourront interagir avec les éléments de la prochaine cellule infectée, et pourront peut-être évoluer en quelque chose d'utile, contribuant ainsi à l'apparition de nouvelles fonctions. Les virus sont à la fois des particules inertes et des organismes vivants, qui ne deviennent vivants qu'au détriment de la vie d'une cellule hôte. En infectant le vivant, ils en sont aussi devenus des bâtisseurs. En effet, on sait que de l'ADN viral est à l'origine du placenta. Le placenta, c'est ce qui permet au fœtus de s'implanter dans l'utérus sans être attaqué par les défenses immunitaires. Les virus, on l'a vu avec leur capacité d'évolution exceptionnelle, sont capables de nombreuses innovations. Ils auraient été ainsi les inventeurs de l'ADN, et l'ARN étant une molécule moins stable que l'ADN, les cellules auraient adopté cette dernière comme support de leur information génétique. Mais les virus auraient été aussi à l'origine de l'invention des noyaux des cellules eucaryotes. En effet, l'usine virale créée dans les cellules présente de nombreuses similitudes avec le noyau des cellules eucaryotes. Les virus seraient ainsi à l'origine de l'évolution majeure des cellules, ce qui en ferait des bâtisseurs du vivant, à la fois inertes et vivants. Les mitochondries ont, elles, inventé une autre forme de vie, c'est ce que nous allons voir. On peut donc se demander comment une bactérie est devenue un simple composant d'une cellule. Pour cela, il faut revenir plus de 2 milliards d'années en arrière, à l'époque du règne des cellules prokaryotes, ou cellules sans noyau. Une cellule appelée archée et une bactérie capable de respirer l'oxygène se rencontrent. L'archée a incorporé la bactérie sans la détruire. Et la bactérie n'est pas morte dans l'archée, et est devenue au fil de l'évolution une mitochondrie, organelle responsable de la respiration cellulaire. Cette association, symbiose, a permis de nombreuses innovations, dont le noyau
mais aussi et surtout la pluricellularité. Nous avons ici des exemples des plus anciens fossiles d'organismes. Les mitochondries, anciennement bactéries, ont inventé ainsi une nouvelle forme de vie. Donc voici le pentagramme d'une mitochondrie. Si les scientifiques s'accordent à dire qu'elle n'est pas vivante, on va voir que c'est un peu plus complexe que cela, en détaillant chacune des capacités. Pour l'individuation, les mitochondries possèdent une membrane interne, héritage de leur passé bactérien. Ensuite, pour la reproduction, elles sont capables de se diviser, mais elles ne commandent plus le processus, qui est commandé par la cellule. Ensuite, pour le métabolisme, c'est en fait ce qui est devenu leur activité principale au sein de la cellule. En effet, elles transforment le dioxygène absorbé en énergie utilisable pour la cellule pour effectuer différentes tâches. Ensuite, concernant leur évolution, bien qu'elles aient perdu leur autonomie, elles se sont diversifiées au fil de la diversification des cellules et des espèces. Enfin, les mitochondries sont des organelles actives sans être pour autant des bactéries vivantes, créant ainsi un mode d'existence unique. Cette étroite collaboration a permis de nombreuses innovations du vivant. Déjà, il faut savoir que si nous respirons, c'est avant tout pour alimenter les mitochondries des cellules de notre corps. Ensuite, cette association a permis le développement des cellules eucaryotes. En effet, le dioxygène étant une source d'énergie quasi illimitée pour les cellules, grâce aux mitochondries, elles ont pu se concentrer sur d'autres tâches, et notamment la formation d'un noyau pour protéger leur information génétique. Mais aussi, cette association a été un pilier de la pluricellularité. En effet, les eucaryotes ont pu multiplier leur nombre de cellules disposant d'une source d'énergie quasi illimitée, ce qui leur a permis ensuite d'inventer de nouvelles fonctions pour chacune d'entre elles. Par ailleurs, cette association unique permet de mieux comprendre le mécanisme de la symbiose. Déjà, rappelons que la symbiose, c'est la collaboration de deux êtres vivants, d'espèces différentes et bénéfiques à chacun. On peut prendre l'exemple du lichen, qui est l'association d'une algue verte et d'un champignon. Cette métamorphose d'une bactérie en organite va au-delà de la collaboration décrite par la symbiose. En effet, la bactérie transfère petit à petit ses gènes à la cellule hôte et lui laisse son propre contrôle. Elle appauvrit ainsi son génome pour se spécialiser dans sa nouvelle fonction au profit d'une meilleure productivité. Et l'étude de symbiose comme celle du lichen au niveau génétique a permis de montrer que cette association tend vers le même type de métamorphose que pour la mitochondrie. Pour récapituler, avant même l'ADN, avant même la vie, les lipides possédaient déjà des capacités du vivant. Les virus géants se construisent une vie cellulaire à partir d'une particule inerte. Une bactérie s'est dévitalisée pour accéder à une autre forme de vie. On voit bien que ces trois cas jouent avec les frontières du vivant, et ils doivent nous permettre de réinterroger les limites de la vie en se détachant du modèle de vie terrestre. En effet, tous les êtres vivants sur Terre descendent d'un même ancêtre commun. Cela nous permettrait ainsi de revoir les outils qu'on utilise pour la chercher, et notamment dans la recherche de vie extraterrestre. Il faudrait ainsi chercher d'autres formes de vie avec d'autres caractéristiques que celles que nous connaissons sur Terre. Par exemple, dans un autre solvant que l'eau, dans les lacs de méthane sur Titan, un satellite glacé de Saturne, ou encore avec une autre biologie, le silicium ou le bore pourraient remplacer le carbone comme atome central, ou encore dans un autre état de la matière. Je vous remercie de votre attention et vous laisse sur cette image de plasma, un autre état de la matière dans lequel la vie pourrait exister.